Mizambo, Mizambola, Oya, Elohim Basono. Merci de votre fidélité. Bienvenue à ce journal sur Canal Kin Télévision. Ce journal qui reçoit M. Pierre-Simon Chimanga Kengo, professeur d'économie à l'Université Paris 11 et consultant en finance. Monsieur Pierre-Simon, bonjour. Bonjour, messieurs. Voilà, ensemble avec vous, sûrement, nous parlerons économie. Il est temps de poursuivre ce journal. Après le journée folle de lundi avec les tumultes des hommes identifiés comme appartenant au mouvement BDM Bundu Diamayala, mais aussi la journée ville morte de mardi décrétée par le rassemblement de l'opposition, la ville de Kinshasa a repris timidement ses activités ce mercredi. Constat de Laetitia Louvresso. L'atmosphère de la journée de ce mercredi comme celle d'hier a connu une circulation réduite. Le magasin et autres établissements sont restés fermés au centre-ville. Le grand marché à son tour n'a pas fonctionné au rythme habituel. L'administration paralysée. Tel a été le bilan de ce mercredi suivant le mot d'ordre donné par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. À cet effet, les 2 jours de ville morte interviennent dans le cadre de l'application stricte des résolutions du deuxième conclave du rassemblement tenu dernièrement à la paillote du centre Bethany à Gombe. Lors de ces conclaves, le rassemblement a levé l'option d'organiser plusieurs actions d'envergure en vue d'exiger l'application stricte de l'accord du 31 décembre 2016. Voilà, comme je l'ai dit à l'amorce de ce journal, nous recevons M. Pierre-Simon Chimanga Kengo, professeur d'économie à l'Université Paris 11 en France et consultant en finance. Monsieur Pierre-Simon Chimanga, y a-t-il des conséquences économiques quand on décrète comme ça dans un pays de journée ville morte? Ben oui, dans tous les pays, on l'a déjà toujours constaté, même là où il y a des grèves, c'est là toujours ça impacte d'une manière négative l'économie d'un pays. Vous imaginez des jours sans travail, sans activité économique, sûrement ça doit avoir des conséquences négatives. Et en même temps, ce n'est pas un bon signal pour notre pays qui est à la recherche des investisseurs étrangers et en même temps pour nos économies, comme l'économie comme la nôtre, qui est une économie jeune, qui a besoin un peu de la croissance, du dynamisme économique, donc ce n'est pas un bon signal. Cela impacte négativement notre activité économique. Les conséquences, nous le mesurons peut-être avec des chiffres, on saura... Justement, en tant qu'économiste, est-ce qu'on peut chiffrer cela, cette perte? Nous perdons quoi exactement? Nous perdons d'abord parce que vous savez, un jour de perdu, bon, on perd quoi? Il y a les magasins qui ne fonctionnent pas, il y a les commerces qui ne fonctionnent pas, il y a l'administration qui est au ralenti. Cela impacte vraiment d'une manière négative l'activité économique. Donc nous perdons beaucoup. Hein. Nous perdons beaucoup et c'est là, ça peut se chiffrer. Vous imaginez pour des petites et moyennes entreprises, s'ils ne peuvent pas, si cela dure, cela peut avoir des conséquences sur l'emploi et tout ça. Bon, il y a certaines entreprises, elles seront obligées de se séparer de certains de leurs employés ou de leurs salariés. Donc voilà, pour l'instant, bon 2 jours, bon, peut-être ça pourrait pas, on ne peut pas en arriver là, mais c'est là quand même, c'est un mauvais signal et pour l'activité économique, et cela peut impacter d'une manière aussi négative et significative notre économie. Et surtout dans cette période où notre monnaie est en perte de vitesse, et où notre monnaie perd un peu de la valeur par rapport à notre devise de référence qui est le dollar américain. Ok, on en parlera. Je veux vous relancer le temps de poursuivre ce journal suite aux événements survenus dans la capitale. Le lundi 7 août dernier, l'ARPTC, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, a décidé via les entreprises de télécommunications de restreindre l'échange des images par les réseaux sociaux. Prince Yambouy pour les commentaires. Dans une correspondance adressée aux responsables des entreprises de communication de la place le 7 août dernier concernant les mesures préventives à prendre face à l'usage de réseaux sociaux, le directeur général de l'ARPTC dit, je cite, «
en vue de prévenir les échanges abusifs des images via les réseaux sociaux entre abonnés de vos réseaux. Je vous prie de prendre des réceptions de la présente les mesures techniques préventives susceptibles de réduire au strict minimum la capacité de transmission des images. Les réseaux sociaux concernés sont entre autres Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Google+, Skype et Tagen, pour ne citer que ceux-là. Vous recevrez par la même voie l'instruction pour revenir à la normale dès que possible. Interrogé à ce sujet, le ministre des Médias, Lambert Mende, a déclaré qu'il ne gère pas les réseaux sociaux. Je crois que tout individu contre cette décision n'a qu'à saisir la justice. Nous sommes dans un état de droit. La personne qui a pris la décision peut aussi avoir raison car il y a un usage abusif de réseaux sociaux aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous voyons les images de Haïti, du Soudan et d'ailleurs pour incriminer la RDC, a-t-il renchéri. L'accès aux réseaux sociaux et le partage des fichiers multimédia a été réduit au minimum à travers le pays depuis le mardi 9 août en marge de la journée ville morte décrétée par le rassemblement de l'opposition. La CAJ, préoccupée par les ralentissements de l'Internet en République démocratique du Congo. De ce fait, Maître Georges Kapiamba, président de cette ONG, qualifie cette mesure de l'RPTC comme étant une violation flagrante et une mesure anticonstitutionnelle. Laetitia Louvrezo. Les mesures préventives à prendre face à l'usage des réseaux sociaux par l'RPTC préoccupent au plus haut point le président national de la CAJ qui estime que ces mesures techniques susceptibles de rendre la capacité de transmission des images de réseaux sociaux est une violation grave de droits de l'homme. Alors pour la population, nous avons rappelé l'obligation de chacun à se mobiliser pour défendre les droits et libertés fondamentaux des citoyens, de dénoncer cette situation. Parce que ce n'est pas la première fois que nous connaissons ça en République démocratique du Congo. De dire non au gouvernement, de recourir à ce genre de méthodes qui constituent en soi un abus et excès de pouvoir, mais aussi des signaux palpables ou évidents qui traduisent une volonté à instaurer un régime dictatorial en République démocratique du Congo. En ce qui concerne en particulier le blocage d'accès aux réseaux sociaux par le ralentissement de la vitesse de l'Internet, nous demandons à ce que cette situation soit rapidement rétablie pour que les citoyens s'expriment. Concernant les journées folles de lundi avec les tumultudes de Bundudia Mayala et la ville morte décrétée par le RASOP, la CAJ a répertorié. Nous avons recueilli les différents témoignages qui nous ont permis d'établir au moins 18 cas de décès de personnes qui sont décédées, qui sont mortes, mais plus aussi 24 personnes blessées. Ce n'est qu'un bilan provisoire parce que nous savons que ces événements se sont produits simultanément dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. Voilà, notre invité, je reviens à vous. Là, nous parlons justement de l'Internet. Aujourd'hui, avec les commerces en ligne, toutes ces activités économiques en ligne, encore une fois, quand on essaye de restreindre, on essaie un peu de bloquer la circulation des images sur Internet, est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que cela peut impacter l'économie d'un pays? Oui, tout à fait, cela peut impacter l'économie. Vous savez, maintenant, de nos jours, la plupart des entreprises travaillent avec des supports numériques. Et voilà, là, par exemple, quand on réduit l'accès à Internet, ça peut impacter l'économie, parce que nous ne vivons pas en vase clos. À l'époque, il y avait des économies qui vivaient en vase clos, des économies un peu en autarcie. Mais là, ce n'est pas le cas pour nous. On est obligé de commercer avec l'extérieur. Déjà, le fait de ça, bon, vous ne pouvez pas avoir vos correspondants à l'étranger. Cela peut avoir des conséquences, ne fût-ce que pour commander un certain nombre de choses, parce que nous savons bien que notre pays, au niveau de produits de première nécessité, nous importons le produit de première nécessité à l'étranger. Donc cela peut impacter, même au niveau de nos banques. Parce que vous savez bien que même avec
avec nos banques qui ont leurs correspondants à l'étranger, même ici aussi, parce que pour fonctionner, on est obligé aussi d'utiliser l'Internet. Monsieur Pierre-Simon Tchimanga Kengo, je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 11 en France, mais entre une mesure politiquement jugée utile et une mesure économiquement utile, qu'est-ce qui vient avant? Ah oui, ben vous savez, bon, là, moi, je ne vais pas rentrer sur ce terrain-là, bon, parce que c'est un terrain politique. Bon, peut-être pour les autorités politiques, elles peuvent estimer que non, ce sont des mesures de sécurité nationale. Bon, voilà, il faut préserver la paix. Bon, voilà, voilà, dans ces cas-là, on n'est pas dans la même logique. Bon, dans la logique économique, oui, bon, nous avons besoin de la rapidité et tout ça, de l'Internet et tout ça. Déjà, rien qu'avec l'Internet, cela a réduit considérablement les factures téléphoniques pour la plupart des entreprises, même au niveau pour passer les commandes, parce que vous êtes obligé de passer sur votre site et tout ça. Bon, ben, avec ça, bon, voilà, ça peut avoir des problèmes. Bon, dans le cadre d'un pays, bon, là, on laisse le soin aux hommes politiques de répondre à ce genre de questions. Là, peut-être, ça peut être pour l'impératif sécuritaire, voilà. Que moi, je ne me lancerai pas là-dedans. Le voilà. message est compris. Ouais. Protéger les droits et la dignité des peuples autochtones revient à protéger les droits de chacun et à respecter l'âme de l'humanité passée et à venir. C'est l'essentiel du message de Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones célébrée le 9 août. Commentaire. Dans son message, Irina Bokova déclare que cette journée est une occasion d'honorer les droits des peuples autochtones, ainsi que l'apport unique de ces derniers à la compréhension mutuelle, à la paix et au développement durable. La directrice générale de l'UNESCO estime que les peuples autochtones entretiennent et perpétuent des cultures exceptionnelles et des liens sans équivalent avec l'environnement naturel. Ils incarnent un plan immense de la diversité linguistique et culturelle de notre humanité commune, affirme le numéro 1 de l'UNESCO. Irina Bokova indique que protéger leurs droits et leur dignité revient à protéger les droits de chacun et à respecter l'âme de l'humanité passée et à venir. Les quelques 370 millions d'autochtones représentent moins de 5% de la population mondiale, mais 15% des personnes les plus démunies. Selon la patronne de l'UNESCO, la protection et le bien-être des peuples autochtones n'ont jamais revêtu autant d'importance. Malgré la diversité de leur culture et des territoires répartis sur plus de 90 pays, ils doivent faire face à des défis communs liés à la protection de leurs droits en tant que peuple distinct. C'est dans cet esprit que le tout dernier rapport mondial de suivi sur l'éducation de l'UNESCO donne des orientations concrètes quant aux politiques à mettre en œuvre pour faire progresser le droit des peuples autochtones, indique le message. En 2002, l'UNESCO a lancé le projet Système des savoirs locaux et autochtones afin d'aider les gouvernements à créer des synergies entre les connaissances scientifiques et les savoirs des peuples autochtones. Cette initiative a été développée plus avant avec la publication par le Conseil consultatif scientifique du secrétaire général de l'ONU d'une note d'orientation sur les sciences et savoirs autochtones et locaux au service du développement durable. Tous ces éléments inspirent les travaux en cours en vue de l'élaboration d'une nouvelle politique de l'UNESCO sur l'engagement auprès des peuples autochtones en vue d'une application renforcée de la Déclaration des Nations Unies, non seulement pour les biens des peuples autochtones, mais également pour celui de l'humanité tout entière et de notre planète, reprend le message. Outre la situation militaire, les événements de lundi 7 août à Kinshasa et dans quelques provinces du pays ont été au centre de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 9 août. Compte rendu, Prince Yambouy. Au cours de cette conférence de presse, la MONUSCO déplore les violences qui ont eu lieu à Kinshasa le lundi 7 août. Ces violences auraient fait plusieurs morts et blessés parmi les civils et les forces de l'ordre. La mission rappelle que l'expression des opinions et des positions politiques doivent se faire à travers de moyens pacifiques et dans le respect de l'ordre public. Elle rappelle également que le maintien de l'ordre doit se faire de façon proportionnée et ne doit pas faire usage d'armes létales qui entraînent des pertes inutiles en vies humaines. La MONUSCO a pris note du bilan annoncé par la police nationale et continue à rassembler des informations de son côté. Le marcheur qui s'est présenté comme membre du mouvement Bundu Dia Congo
se sont dirigés vers les lieux stratégiques comme la prison centrale de Makala et ont été dispersés par la police. Elle rappelle par ailleurs que seule l'utilisation de moyens pacifiques peut conduire à des solutions politiques durables. D'autre part, la MONUSCO regrette les perturbations qui ont affecté le fonctionnement des réseaux sociaux dans le pays mardi et encore partiellement ce matin. La limitation de l'accès à l'information est toujours un signe négatif pour les libertés publiques et individuelles. De même, la MONUSCO constate que pour la seconde fois en quelques mois, un journaliste correspondant de la presse internationale n'a pas pu prolonger son séjour en RDC, faute d'obtenir soit un visa, soit une accréditation. Tout en respectant le droit à la souveraineté en ce qui concerne les autorisations de séjour et de travail, l'ONU soutient le droit des journalistes à informer et les droits des citoyens à l'accès à une information plurielle et variée. Plus généralement, la MONUSCO appelle tous les acteurs politiques à utiliser de moyens pacifiques pour s'exprimer. Nous appelons aussi au respect de droits et libertés fondamentales à un usage proportionné de la force. Ces conditions ainsi que les mesures de décrispation sont indispensables pour aller vers les élections libres, crédibles et paisibles dans le respect de l'accord du 31 décembre 2016. Le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge du département des opérations de maintien de la paix, El Gassim, était en face de la délégation gouvernementale congolaise représentée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Chadari. Au menu, la sécurité dans la ville-province de Kinshasa. Lydie Lufula-Dio pour le reportage. La délégation des Nations Unies, conduite par Wane El Gassim, sous-secrétaire général de l'ONU en charge du département des opérations de maintien de la paix en mission en RD Congo, depuis quelques jours a eu une séance de travail avec la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre, ministre d'État en charge de la justice Alexis Tomboué Mwamba et le ministre de la Défense nationale Atta Matabe. Au menu, le passage en revue par les deux parties de la mission onusienne en vue d'ajuster sa mission et la rendre plus efficace. Envisagée par l'une des résolutions des Nations Unies, la réduction des effectifs de la mission onusienne qui n'a pas vocation d'être éternelle en RDC et fonction également de la réduction de la menace de groupes armés pour les populations congolaises, a déclaré les diplomates onusiens. Il a également indiqué avoir évoqué avec la partie gouvernementale la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Les deux parties qui ont eu des discussions franches sur la question ont envisagé les mécanismes nécessaires à l'accélération de la cadence de la mise en œuvre de cet accord, a souligné le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Il a fallu 3 jours consécutifs pour le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, José Makila Soumanda, de conscientiser les agents de la société Transco sur le civisme et la bonne conduite une fois qu'ils sont sur la voie publique. Reportage de Pascal Ounje. 3 jours de nuit blanche, 3 jours d'encouragement et d'accompagnement des conducteurs de Transco par le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, afin de les inciter au civisme et à la bonne conduite une fois qu'ils sont à la voie publique. Pour ce 3e jour d'affilée, le point de départ a été la direction générale de Transco, située à Massinassi-Forco. Ici, le numéro 1 de Transport congolais a échangé avec les agents de Transco sur la nécessité de prioriser le travail tout en s'opposant à tout discours démagogique des politiques en rapport avec le ville morte. De la direction générale de Transco, José Makila Soumanda et sa suite, au bord d'un bus Transco, ont exploité la ligne Kinkole où il a expliqué davantage l'essence de cette initiative tout en promettant l'exploitation de la ligne Maluku d'ici quelques jours. Et en ce qui concerne la poursuite d'autres lignes jusqu'à Maluku, parce que là nous sommes à pratiquement le terminus, nous voudrions que Transco aille jusqu'à Maluku, parce que là-bas c'est aussi
la 4e commune de la ville de Kinshasa. Il n'y a aucune raison pour que Maluku ne soit pas desservi par le bus Transco. Donc là, j'ai vu que l'arrêt de Kikole, qui est alimenté par le bus, nous avons plus de 5 ou 6 bus qui sont garés, qui attendent les passagers. Et c'est un motif de fierté pour moi en tant que ministre des Transports. C'est vers 3 h du matin que le vice-premier ministre et sa suite vont se diriger vers la place de la gare à la Gombe, en passant par Limete. De la place de la gare, ils ont pris enfin la direction des l'UPN, choisie comme point de chute. Après constat et observation, José Makila Soumonda reste rassuré quant à l'avenir radieux de Transco et appelle par l'occasion la population congolaise à accompagner cette société de transport en commun. La 4e caravane Bemba a eu pour étape la province de la Tchopo, pilotée par la secrétaire générale du MLC, Mouvement de Libération du Congo, Eve Bazaïba Massoudi. Cette étape a été un vrai succès car les populations de 7 territoires de la province de la Tchopo ne jurent que par l'alternance politique qu'incarne Jean-Pierre Bemba Gombo. Désiré Mbundi Wambundi, interrogé par Jean-Pierre Njonji, nous restitue ses voyages. Suivez. Et que nous sommes là dans la 4e manche de la caravane Bemba. La Tchopo a été déterminante du fait que le MLC est né dans la Tchopo, précisément dans la ville de Kisangani. C'était donc une tournée déterminante, une visite de grande importance au vu de l'enjeu qui prévalait. Cet enjeu a consisté premièrement à réveiller toute nos structures de base, à constater également la relation entre Bemba et population. Les populations de la Tchopo sont demeurées très affectées, plutôt attachées à la personne de Jean-Pierre Bemba. Et cela se révélait au passage de la caravane de Kisangani et dans tous les territoires, 7 territoires au total. Nous avons parcouru 6, plus la ville de Kisangani, mais le 7e territoire n'a pas été franchi à cause de l'état défectueux des routes. Donc le territoire d'Ubundu, à proximité de la ville de Kisangani, à 125 km, on n'a pas su franchir le 50e kilomètre à cause du très mauvais état de la route. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir actuel est décadent et est vomi dans la Tchopo. C'est ce qu'il faut retenir en premier. Plus personne ne chante la louange du pouvoir sortant. Plus personne ne clame au nom de Kabila et des autres. Tous aspirent à l'alternance. Et partout où on est passé, il y avait une seule exclamation. Bemba Ishatoka, Bemba Ishatoka. Comme pour dire, Bemba est déjà libre. Il est libre. Et certains posaient la question à la secrétaire générale Eve Bazaïba, où as-tu laissé Bemba? Et alors, cette chaleur, cette effervescence, cet enthousiasme qu'on a vu jaillir des populations de la Tchopo nous a fortement interpellés. Et nous avons dû échanger longuement. Partout où on passait, un voyage de 2 semaines, nous l'avons porté à 3 semaines. Le secrétaire national du Mouvement de Libération du Congo, chargé de finances et budget, Amos Mbokoso, continue avec la campagne de sensibilisation de la population pour l'enrôlement. Reportage à l'ENOCA. Le Mouvement de Libération du Congo poursuit sa campagne de sensibilisation pour l'enrôlement des électeurs à travers tous les coins de la République. À Kinshasa, précisément à Tchang, le secrétaire national de ces partis, en même temps vice-président à la fédération de Tchang, Amos Mbokoso, a sensibilisé la population de la commune de Kimbaseke Aksenjoku au quartier Lissas sur l'importance d'enrôlement. Car, d'après Amos Mbokoso, devant l'assistance, seule la carte d'électeur donne le pouvoir de sanctionner les dirigeants. C'est intense pour moi. Nous avons commencé à Massina. J'ai accompagné les membres du MLC au bureau de vote. Je fais le même exercice ici à Kimbaseke, que je suis dans le quartier d'Issassi. Je suis venu sensibiliser la population, lui demander d'aller se faire enrôler massivement.
l'enrôlement c'est un devoir civique, que chacun de nous puisse remplir ses devoirs civiques. À cette occasion, Amos Mbokoso a signé au nom du MLC Tchangou un partenariat avec la troupe théâtrale Espoir, avec comme mission de sensibiliser la population de Kimbaseke en s'enrôler massivement pour le développement de cette municipalité. En sport, le FC Renaissance ne sera plus relégué à la division inférieure. La décision a été prise au terme d'une séance de travail entre la Fédération congolaise de football et association, la Ligue nationale de football et les clubs concernés. Renaissance, reportage Jules Boulembi Mansanga. C'est au cours de cette séance de travail qui a réuni autour d'une table le comité exécutif de la FECOFA, les comités de gestion de la Linafoot et la direction de Renaissance que cette décision de ne pas reléguer Renaissance à la division inférieure a été prise. C'est là après une demande de clémence introduite par Renaissance qui a été acceptée par la FECOFA moyennant quelques préalables. La décision prise par la Linafoot est suspendue par la Fédération congolaise de football association. C'est-à-dire qu'il y a l'épée de Damoclès qui pèse sur le cou du FC Renaissance. Donc, Renaissance va jouer la Linafoot. Mais au cas où il se présenterait le même genre de comportement, quel que soit le niveau de la compétition, Renaissance sera relégué à la division inférieure. Et ensuite, nous avons demandé au club de Renaissance de pouvoir faire un engagement écrit par rapport à cette décision-là. C'est-à-dire que Renaissance reconnaît qu'en cas de ce genre de comportement se répéter, l'équipe sera reléguée sans autre forme de procès. Donc ils sont en sursis. Gracié par cette décision, l'évêque Pascal Moukouna a estimé qu'il a tout intérêt à éduquer ses supporters pour que ces actes de violence ne puissent plus se répéter. En même temps, il m'a demandé de faire un grand travail, d'éduquer les supporters. FC Renaissance, nous allons faire l'effort pour que nos supporters puissent aussi se comporter bien lors des matchs. Donc, ce que nous allons faire, j'ai demandé pardon à tous, au nom de tous nos supporters et à la famille aussi du FC Renaissance. Cette décision ne fragilise pas la Linafoot. La FECOFA a anticipé en tant que responsable pour éviter que le pire puisse arriver. Voilà, revenons pour chuter dans ce journal avec notre invité Pierre-Simon Chimanga, Kengo, professeur d'économie à l'université Paris 11 en France et consultant en finance. Monsieur Pierre-Simon, l'économie congolaise, nous le savons tous, qu'elle est malade, elle souffre. Mais alors, est-ce que vous le constatez aussi? Oui, bon, on le constate aussi. Bon, il y a eu quand même, nous avons constaté quelques améliorations les 6 ou les 7 dernières années. On parlait un peu de la performance ou de la croissance économique du Congo. On avait dit, on essayait un peu au niveau avec les institutions de Bretton Woods, oui, qui évaluent un peu notre croissance à peu près à moyennement de 5 à 6%, ou même jusqu'en 2014, c'était presque à 9,6%. Bon, ça, ce sont des statistiques. Mais le problème qui se pose, ce n'est pas seulement des statistiques. Bon, on peut avoir des croissances comme ça, bon, oui, c'est bien. On peut dire, bon, c'est encourageant pour le pays. Bon, après, le pays a connu un ralentissement à partir de 2015, où notre croissance a chuté de 9,6 à 5,5. Mais qu'est-ce qui est à la base, justement, de ces... Qu'est-ce qui est à la base? Il y a d'abord sur le contexte économique mondial,
où il y a eu moins de demandes de matières premières. Il faut savoir, notre économie, jusqu'à présent, depuis l'indépendance, elle est plus tournée vers l'extérieur, avec essentiellement, nous exportons des produits, de matières, plutôt des matières premières, c'est-à-dire matières premières dans le secteur minier. Or, on sait bien que les secteurs miniers n'a pas vocation à forte valeur ajoutée, n'a pas de forte valeur ajoutée. Donc, cela n'a pas vraiment d'impact significatif sur l'économie de notre pays. Voilà, donc il y a ce point-là. Bon, comme il y a baisse, d'une manière générale, au moins 80% de nos exportations est tournée plutôt vers ces produits-là, les produits de matières premières qui est dans le secteur minier. Mais comme il y a moins de demandes au niveau mondial, avec la crise que nous connaissons, la crise au niveau mondial, la Chine qui demande moins, bon, qu'est-ce qui avait tiré notre croissance? C'était plutôt des pays du sud, des pays asiatiques, essentiellement la Chine et l'Inde. Comme la Chine demande moins et l'Inde demande moins, donc voilà, nous sommes dans cette situation-là. Ce n'est pas le seul élément. Il y a aussi, au niveau aussi interne, notre économie, on aurait pu peut-être profiter du fruit de ces croissances pour essayer un peu de diversifier un peu notre économie. Bon, on a commencé, il y a eu un peu timidement, hein, mais ce n'est pas suffisant. Bon, il y avait aussi, parmi les moteurs aussi de notre croissance, il y avait le secteur de télécommunications qui était à la base de ça, le secteur de télécommunications. Mais il y a aussi la dépréciation de francs congolais. Voilà la dépréciation nationale. Mais qu'est-ce qui explique tout ça? Tout cela est expliqué, comme je dis, avec tout cela, il y a le contexte aussi interne. Là, pour l'instant, bon, comme contexte interne, nous le savons tous, l'économie est liée aux politiques. Bon, la situation politique de notre pays, bon, pour l'instant, n'est pas vraiment claire concernant les élections, l'élection à venir. Bon, il n'y a pas de calendrier clair. Hein. Tout cela fait en sorte que ça rend un peu notre économie un peu morose et sur le franc congolais. Quand nous savons, quand on regarde aussi la configuration de notre budget national est pratiquement à 50 ou 55 ou 60% financé en interne, mais nous dépendons aussi des 40% de l'aide de nos partenaires au développement, de l'aide extérieure. Et le fait que la situation politique n'est pas vraiment claire, bon, on ne sait pas trop, mais donc qui fait qu'il y a aussi une part qui nous subissons aussi de pression ou bien de pression de nos partenaires. Je vous ai présenté au début de ces journaux comme économiste, professeur d'économie en France. Mais alors, sûrement, nous sommes en face d'un maintien dans ces secteurs. Vous pouvez apporter la thérapeutique. Qu'est-ce que vous proposez en termes de solutions pour sauver l'économie congolaise? En termes de solutions, d'abord, il faudrait, malgré, vous parlez de l'économie, il faudrait d'abord le respect de la Constitution. Ça, c'est un élément essentiel. C'est ne fût-ce que pour la paix politique et la